Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence en ligne à l'occasion de ce troisième webinaire de notre série consacrée aux enjeux de la transformation digitale. C'est une série qui est réalisée avec notre partenaire Elka en amont du Forum des 100, grande conférence qui se tiendra le 31 octobre prochain au Swiss Tech Convention Center à Lausanne. Une conférence qui abordera également les enjeux relatifs aux bons comme aux mauvais aspects de la technologie. Alors, durant cette série, on a d'abord parlé de cybersécurité, on a parlé de données, et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'intelligence artificielle. Les spécialistes en parlent depuis des années, mais les néophytes, comme vous et moi, ils sont confrontés depuis le 30 novembre dernier, date à laquelle OpenAI, c'est l'entreprise, a lancé ChatGPT 3 au grand public. Donc, une année d'intelligence artificielle. Nous n'allons pas trop déflorer le sujet du 4e webinaire qui se demandera le 9 octobre prochain si nous sommes prêts ou non à interagir avec l'IA dans notre vie quotidienne. Nous allons aujourd'hui parler des risques de l'IA, des bienfaits de l'intelligence artificielle, mais également de réglementation européenne. Nous avons déjà reçu des dizaines de questions, nous tenterons de toutes les adresser, mais n'hésitez pas à nous en envoyer encore au fil de la conversation. Pour avoir cette conversation, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Piton. Yves Piton, vous êtes un ingénieur physicien, vous êtes depuis des années dans la technologie, que ce soit en Suisse ou dans la Silicon Valley, et votre titre officiel, c'est Chief Business Solution Officer chez Elka. Alors la première question, c'est la plus simple, en fait, ça consiste en quoi votre métier ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Mon métier, je pense, est assez simple. Nous sommes une société de technologie et notre ambition et notre passion, c'est d'aider les sociétés à effectuer cette transition dans un monde numérique et en les accompagnant à travers différentes logiques, que ce soit en fait du conseil, de la gouvernance, du développement, du hosting et du service managé dans le cloud et toutes les logiques qui viennent par la suite, à savoir les logiques de sécurité, de prévention et d'accompagnement. Ok. Et là-dedans, votre rôle en particulier ? Alors, mon rôle est vraiment spécifiquement lié aux logiques de plateforme et de services dans le monde suisse, à savoir les activités de cloud managed services, de cybersécurité et de plateforme dans le monde des assurances maladie et de la prévoyance. Excellent. On va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, peut-être pour délimiter mieux les contours de la conversation. L'intelligence artificielle, depuis une année, on en parle énormément, on en parle de toutes les manières, on entend à peu près tout et n'importe quoi sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous arriveriez à nous dire en quelques mots qu'est-ce que l'intelligence artificielle et peut-être aussi qu'est-ce que ça n'est pas ? Je pense que c'est une bonne question. C'est bien effectivement de pouvoir un petit peu démystifier ce terme qui est un peu un terme magique ou un terme barbare. Je pense que si vous posez la question à des experts technologiques, ils parleront de réseaux neuronaux virtuels, etc. Je pense que ce qu'il faut comprendre dans l'intelligence artificielle, c'est que finalement, c'est une sorte de procédé logique où c'est un ensemble d'algorithmes qui est en mesure de pouvoir édicter des prédictions, de pouvoir en fait avoir une certaine capacité d'interprétation et qui, par conséquent, en fait, a une certaine intelligence de par le fait qu'effectivement, il y a un processing de données, des itérations qui fait que les prédictions s'améliorent et il y a une certaine intelligence en fait dans le système. Question un peu annexe, mais je sais que vous êtes passionné d'horlogerie. Est-ce qu'on peut dire que les montres mécaniques, finalement, c'est un peu les premiers exemples d'intelligence artificielle, puisqu'elles font des prédictions sur l'heure qui arrive, et c'est une machine complètement indépendante de l'humain? C'est une bonne question. Je vois qu'effectivement, pour des montres mécaniques. On est deux passionnés de montres, donc c'est une belle chose. Je dirais non, probablement, et peut-être ça revient sur le point de tout à l'heure, qui est de dire, mais finalement, qu'est-ce que l'IA n'est pas ? Ouais. Et je pense que d'un côté, on parle d'intelligence artificielle avec tout ce buzz qu'il y a là autour, puis de l'autre côté, il y a peut-être beaucoup plus des choses qui sont mécaniquement structurées, prédictives, de la même manière, en fait, que voilà, toutes les logiques de big data, ce genre de thématiques qui sont plutôt du processing de données, on ne peut pas parler en tant que tel, en fait, d'intelligence artificielle, même si finalement les frontières deviennent un petit peu plus proches. Mais pour venir à cette question, non, je ne pense pas que la montre soit le premier élément d'intelligence artificielle, mais même si effectivement, il y a très probablement beaucoup d'intelligence et de mécanique sophistiquée à l'intérieur. Vous vous rappelez de votre première interaction avec l'intelligence artificielle ?
C'est peut-être une des premières questions générées par ChatGPT que vous me posez. Non, j'ai pas demandé. J'ai demandé non, à ChatGPT de me préparer une ou deux questions, mais celle-là n'en fait pas partie. Non, je pense que, étonnamment, il y a beaucoup plus d'interactions avec l'intelligence artificielle aujourd'hui qu'on ne l'imagine. Oui, Pour moi, j'aurais tendance à penser que mes premiers contacts ont été probablement avec Siri et ces logiciels en fait, de reconnaissance vocale, d'interprétation, il y a déjà un certain nombre d'années. ouais, sur les téléphones Apple, hein. Apple, exactement. Mais Ouais. de la même manière, en fait, que voilà, j'ai toujours été passionné de technologie. J'ai été probablement un des premiers à acheter Alexa, qui était ce device d'Amazon, qui avait aussi effectivement des capacités de reconnaissance vocale. Oui. Et je pense qu'entre Siri et Alexa, c'est probablement les premières expositions que j'ai eues à cette technologie. Dans quel domaine aujourd'hui est-ce qu'on utilise le plus l'intelligence artificielle? Parce qu'on voit qu'il y a ChatGPT qui fait énormément parler de lui ou d'elle, ou je ne sais pas comment dire. Voilà, on parle beaucoup de ChatGPT en tout cas. Il y a la génération d'images, il y a la génération de code source pour des sites internet. Enfin, c'est dans quel domaine qu'on utilise le plus l'intelligence artificielle et peut-être quelles sont les plus grandes perspectives là-dedans? Alors, peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est quels sont les domaines dans lesquels l'intelligence artificielle n'est pas active. Oui. Mais si on regarde les grandes catégories, on en voit de manière très claire et déjà depuis un certain nombre d'années, je dirais. On trouve toutes les logiques de recherche web avancée, que ce soit Google Search, que ce soit sur une thématique. Toutes les logiques en fait, de recommandation qu'on a par exemple avec Amazon et les mécaniques de profiling qui intègrent très clairement des outils assez puissants en fait de compréhension des mécanismes d'achat, etc. Je pense qu'on a beaucoup d'autres choses qu'on voit aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez comme voiture et si vous roulez avec une voiture électrique, mais toutes les voitures autonomes aujourd'hui intègrent énormément aussi d'intelligence artificielle. Alors, toujours une question de savoir quel est le degré d'autonomie qu'on veut laisser à ces systèmes. On en voit énormément. Et probablement, les raisons pour lesquelles toute cette réglementation, ces besoins de réglementation sont accélérés, c'est aussi effectivement l'IA générative, ChatGPT, Bard, ce genre de choses, qui a amené, je dirais, beaucoup plus dans une logique courante et dans les mains de tout un chacun. Vous amenez la notion d'IA générative, il faut quand même juste qu'on la définisse. Qu'est-ce que l'IA générative par rapport à l'IA pas générative? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, je pense que quand on est dans de l'IA générative, on est beaucoup plus en train de parler effectivement de processing de données, de création de contenu, de création de recommandations, plutôt d'aide en fait à la décision. On parle très clairement de thématiques qui sont intégrées aussi par exemple dans les chatbots, ce genre de choses qui permettent d'interagir, alors que finalement l'intelligence artificielle a une définition qui est extrêmement large et qui des fois même va même jusqu'à couvrir, je dirais, même une partie des logiciels classiques. Donc, je pense que... Mais Google Maps, par exemple, c'est de l'intelligence artificielle ou pas? Alors, je pense que dans les recommandations, dans le back-end en fait, de Google Maps, vous avez effectivement beaucoup d'intelligence artificielle que vous retrouvez dans d'autres logiciels, effectivement. Mais je pense qu'on peut tout à fait considérer que Google Maps est un élément qui intègre beaucoup d'intelligence artificielle. Le calcul d'un itinéraire réalisé par Google Maps, disons en temps réel, quand je tape une adresse, ce calcul-là, c'est de l'intelligence artificielle, alors que quand je demande à ChatGPT de me préparer une question pour briser la glace de notre webinaire, ça, c'est de l'intelligence artificielle générative. Ouais. C'est peut-être ça, là. Après, l'optimisation d'un trajet pouvait être faite déjà il y a des années avec des logiciels d'optimisation de trajet, d'optimisation de simulation. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de l'intégration d'informations supplémentaires qui permettent de raffiner cette prédiction. Et là, on fait appel véritablement à de l'intelligence artificielle. Les bouchons en temps réel, par exemple? Par exemple. OK. Ou très probablement, en fonction de vos préférences, vos habitudes, une adaptation de ce trajet en fonction de... Voilà, de nous-mêmes, en fait. Mais vous parliez tout à l'heure des recommandations d'achat, hein, le profiling, comme on pourrait dire en bon français, la personnalisation, par exemple, de services d'achat. Or, on a l'impression, alors en tant qu'usager lambda, j'ai envie de dire, qu'on est sans arrêt confronté à des propositions qui tombent complètement à côté de la plaque.
dans les publicités censées être personnalisées. Les publicités YouTube sont toujours en allemand. On essaye de me vendre des Pampers alors que mes enfants sont bien trop âgés. Enfin, j'ai l'impression que l'expérience n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on nous avait promis, hein, pour l'instant. Alors, on peut débattre de cette thématique-là, mais je pense que quand on regarde la qualité des prédictions et du profiling et des recommandations qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il faut faire probablement une distinction entre des acteurs qui sont extrêmement sophistiqués et qui ont de l'intelligence qui est relativement poussée, par opposition peut-être à des sites web en fait un peu classiques. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les logiques de publicité en ligne, vous avez tous des mécanismes en fait de retargeting, de cookies qui vont suivre effectivement ce que vous avez été regardé. Et là, il peut y avoir de l'intelligence artificielle ou pas, mais voilà, vous allez regarder un site de Pampers parce que votre sœur a besoin de ce genre de choses. Vous allez recevoir en fait des recommandations liées à ça. Donc là, il y a un peu de fine-tuning, je ne sais pas quel est le terme qu'il faudrait utiliser en français, mais de finition, de meilleure finition. Ouais. Exactement. Et tout ça, c'est finalement une logique d'itération, en fait. Et c'est là où on voit la différence entre une recommandation, je dirais peut-être un peu plus statique, d'un système d'intelligence artificielle qui va se développer, qui va travailler, en fait, qui va s'entraîner sur la base de ces données, et qui va devenir de plus en plus fine. Il y a une notion qui traverse tout le début de la discussion jusqu'à maintenant, c'est le big data. C'est cette espèce d'immense volume de données sur la base duquel les différentes intelligences artificielles viennent s'entraîner pour faire mieux à chaque fois, si je comprends bien. Est-ce que intelligence artificielle et big data sont indissociables, ou est-ce qu'on peut dissocier les deux éléments? Alors, les deux thèmes sont fondamentalement liés. Très clairement, l'intelligence artificielle a besoin d'une très grande quantité de données pour s'entraîner, pour processer, pour développer sa propre intelligence. Et par conséquent, c'est absolument indispensable pour l'IA. Par contre, la thématique de big data, voilà, c'est beaucoup plus en fait du processing de données. Il peut y avoir à ce niveau-là, en fait, voilà, on parle souvent de projets en fait de data lake, de data mining ou de processing de données, où en tant que tel, c'est pas de l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut être réaliste en fait que tous les outils d'intelligence artificielle qui sont mis à disposition, bien évidemment, sont utilisés de plus en plus en fait dans les logiques en fait de traitement de données. Donc, probablement que cette frontière entre les deux va un petit peu disparaître, ou qu'il y a une zone qui est un petit peu floue entre les deux. Mais on ne parle pas de la même chose. Le big data étant une somme tellement colossale d'informations qu'on ne peut pas décemment aller s'y promener sans l'aide ou sans l'appui d'une intelligence artificielle. Alors ça c'est plus une hypothèse, mais je pense en fait qu'on peut avoir tout à fait des logiques de traitement statistique de données sans avoir besoin de faire appel à de l'intelligence artificielle. Vous n'hésitez pas à poser vos questions en direct, je les reçois, je les vois arriver ici, on va les adresser peut-être. On poursuit encore quelques mots ce tour d'horizon du big data, peut-être en passant à la question des risques, parce que si on doit parler de réglementation, c'est bien qu'on doit aussi aborder la question des risques. On a tout entendu sur l'intelligence artificielle. Je donne un exemple, on a beaucoup parlé de cette lettre au mois de mars, signée par plus de 1000 personnalités, dont évidemment Elon Musk ou bien le penseur Yuval Harari, qui disait il faut un moratoire sur l'intelligence artificielle. Alors, on identifie bien le paradoxe d'un Elon Musk qui signe cette lettre, mais en parallèle développe des activités dans ce domaine-là. Est-ce que l'intelligence artificielle doit nous faire peur ou pas? Je pense que c'est un thème important. C'est probablement aussi pour ça que les besoins d'implémenter une régulation sont importantes. Je pense que on voit énormément de réactions extrêmement émotionnelles par rapport à l'IA. Peut-être d'un côté, par un côté une logique de fantasme de ce que ça peut amener comme impact ou comme influence dans le monde. Mais je crois que si on regarde les types de risques, il y a probablement quelques catégories de grands risques qu'il faut prendre en compte. Le premier étant toute cette logique d'atteinte aux droits fondamentaux. Là, on parle de discrimination, que ce soit discrimination raciale, de genre, ethnique ou autre. On parle de surveillance discriminatoire.
hein, toutes les thématiques qui sont assez présentes sur la Chine, on y reviendra peut-être par la suite. On parle également de violation de la sphère privée, on parle de thématiques en fait de transparence, de liberté d'expression. Ça, je pense qu'il y a une première catégorie qui très clairement nécessite d'avoir un certain cadre. Après, il y a une deuxième catégorie qu'on peut peut-être synthétiser ou résumer par cette crainte que l'intelligence artificielle va remplacer de manière fondamentale un nombre incalculable de jobs à travers le monde et que par conséquent, tout va être différent et qu'on sera plus là en fait et que par conséquent, c'est une obsolescence. Une obsolescence de l'humain. D'un certain nombre de jobs, en tout cas tous ces jobs qui sont manuels ou à potentiellement moins bonne valeur ajoutée, si on peut le mettre comme ça. Des jobs manuels ou plutôt des jobs intellectuels? Non, c'est plutôt, a priori, c'est plutôt des jobs automatisables à moins haute valeur ajoutée. Après, quand on regarde en fait du ChatGPT, ce genre de choses et la manière avec laquelle on peut l'utiliser, je pense que l'implémentation ou le champ d'application est extrêmement large. Donc, je pense qu'effectivement, c'est des choses qui vont se passer. Mais comme on l'a vu en fait lors de la révolution industrielle, aujourd'hui, en fait, on a vécu un certain nombre de révolutions, un certain nombre de changements de paradigme complets. Et aujourd'hui, on a quoi 9 millions de citoyens en Suisse, et puis un taux de chômage qui est aussi bas qui n'a jamais été aussi bas. Et peut-être le troisième point, c'est cette espèce de perception de crainte irrationnelle qu'on va être contrôlé par des robots. Hein. Alors ça, c'est beaucoup plus irrationnel, mais c'est dans les discussions, en fait, peut-être dans le café du commerce, des choses qui se discutent assez fréquemment. Vous avez peur d'être manipulé par un robot? Vous? Non, je crois pas en fait, parce que j'ai l'impression que justement ce qui est en train de se passer, et on va revenir là-dessus, je pense que le fait de mettre un cadre de manière à avoir une intelligence artificielle qui soit digne de confiance, quel que soit ce que ça veut dire en fait partie de la volonté de ce qu'on met en place. Donc non, je pense qu'il y a plutôt des bénéfices assez intéressants, même si on voit des dérapages incroyables. Hein. Juste un ou deux exemples. En 2020, une société française avait développé des mécanismes de simulation médicale et un patient virtuel un patient virtuel qui posait la question « je me sens mal, est-ce que je dois me suicider ?» avait répondu par l'informatique. Oui. Hein, on en a parlé de ce genre de choses dans le passé, ou des thématiques de ciblage de candidats lors des revues de CV. On voit ces choses-là qui se passent aujourd'hui et je pense que là, il y a un consensus de manière globale comme quoi effectivement, il doit y avoir un cadre, une certaine protection. Sur cette question des risques, il y a Jacques qui nous pose une question. On en a reçu plusieurs. Je le redis, n'hésitez pas à les envoyer au fur et à mesure. Il demande en particulier quels sont les risques de l'intelligence artificielle par rapport aux images, caméras de surveillance, drones civils et les drones à visée militaire. En fait, la thématique de l'intelligence artificielle sur les champs de bataille ou de choix des cibles, etc., c'est un vrai sujet. Pour l'instant, on a l'impression que les guerres, en particulier celles qui se déroulent en ce moment en Ukraine, est encore assez, j'ai envie de dire primitive, avec des hommes sur le terrain qui se tirent dessus. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut imaginer que ça change de dimension et que là, on perde le contrôle? Je pense que ça fait très clairement partie des risques associés à l'IA. Et je pense que quand on regarde en fait les domaines militaires et les applications au niveau de la défense, c'est probablement ceux où il y a aussi le plus d'avancées technologiques. Aujourd'hui, on voit énormément de choses. Donc non, je pense que ça fait partie des craintes qu'il faut avoir, des cadres ou des modes d'application, les champs d'application qu'il faut pouvoir réguler. Là, on parle par exemple de deepfake ou de simulation. Oui. On peut mettre des gens dans les contextes dans lesquels ils ne sont pas trouvés. On peut avoir des mécanismes en fait d'influence sur des minorités ethniques. On peut utiliser de manière extrêmement, je dirais, sournoise et détourner finalement les buts principaux en fait de l'intelligence artificielle. Ça rejoint une question que Maud nous a posée. Est-ce qu'une personne qui utilise ChatGPT doit indiquer qu'elle utilise ChatGPT lors de sa communication? Alors là, peut-être on viendra après sur l'IA dans le détail, mais cette question est en fait une question plus générale. Est-ce que un des moyens de court-circuiter tous ces risques, ça ne serait pas justement d'imposer la mention de l'utilisation d'une intelligence artificielle lorsque c'est le cas? Bien sûr. Je pense d'ailleurs ça fait partie
ça fait partie d'un certain nombre de mesures qui sont en réflexion dans certains pays, qui sont plus implémentées dans d'autres. Mais je pense qu'effectivement, savoir, en fait, ou en tant que citoyen, quand je suis en face de quelque chose, savoir est-ce que je suis en train de discuter avec vous, Oui. ou est-ce que finalement, toutes les discussions qu'on est en train d'avoir maintenant ont été déjà pré-designées par une intelligence artificielle. Oui. Donc, je pense qu'on est en droit de savoir en fait ce qui se passe, quel est le contenu qu'on a. Et je pense que c'est important vis-à-vis du citoyen que je suis quand on a ces discussions-là, mais je pense que c'est aussi respectueux par rapport aux droits d'auteur, par rapport à cette thématique de propriété en fait de l'innovation, où il doit y avoir propriété intellectuelle, brevet. Voilà, sont des thèmes en fait qui aujourd'hui en fait ne sont pas adressés de manière appropriée et qui font partie justement de ce cadre régulatoire qui est en train d'être mis sur pied. On va y venir, mais juste avant cela, vous avez l'air d'avoir tout à fait confiance dans la capacité de nos autorités de mettre un cadre législatif autour d'encadrer finalement l'utilisation de l'intelligence artificielle. On ne vous sent pas inquiet, ça tranche avec un discours parfois très alarmiste. Vous confirmez? Non, ben, plusieurs choses. D'abord, c'est vrai qu'il y a un côté technologique passionnant dans l'intelligence artificielle. Et en tant qu'ingénieur, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à avoir une certaine curiosité et une volonté en fait de comprendre ce qu'il y a derrière et de voir en fait de quelle manière ça peut faire du bien. Je pense que très clairement, il y a des risques qui sont considérables. Et je pense que les détournements à des fins inappropriées de l'IA, c'est un risque majeur. Donc là, on retombe peut-être sur un point qui est crucial, qui est de se dire, est-ce qu'on a véritablement de l'intelligence artificielle qui va être capable en fait de vivre par elle-même, ou est-ce qu'on essaie de mettre sur pied de l'intelligence artificielle qui va quand même être contrôlée par un humain et que la logique de confiance par rapport au processus de décision, par rapport aux recommandations, par rapport à comment est-ce qu'on exploite le contenu en fait qui arrive par l'intelligence artificielle peut être guidée ou structurée ou améliorée. Et là, cette logique de confiance, je pense qu'on l'a de manière très, très différente quand on parle de pays démocratiques comme la Suisse, ou si on parle d'autocratie ou d'environnement totalitaire. Et là, je pense qu'effectivement, on est véritablement en droit d'avoir des grosses craintes. Peut-être encore une dernière question sur les risques et les craintes. En 1995, un magazine roman faisait sa une sur « Faut-il avoir peur d'Internet ?» Est-ce que ce n'est pas finalement le lot de toute innovation technologique de susciter la peur, la crainte, la défiance, la méfiance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change entre toutes les précédentes innovations technologiques et l'intelligence artificielle, générative ou non? Oui, probablement. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est en 2023, on regarde la création d'Internet et on se dit, mais finalement, c'était qu'une petite innovation à l'époque. Je pense que quand on se remet dans le contexte, début des années 90, c'était quelque chose en fait qui arrivait un petit peu par étapes, mais qui a été un changement, c'était un tsunami. Oui. Je pense que par opposition peut-être à ce qu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas eu cette conscience aussi large au départ, en tout de cas, ce qui était en train de se produire. Un tel tsunami. Mais très rapidement, quand on voit la fin des années 90, le début des années 2000, les réactions émotionnelles par rapport à Internet étaient tout à fait présentes. Donc, je pense qu'on vit quelque chose d'aussi similaire. Je pense que ce sera même en fait une étape, un ordre de grandeur supérieur par rapport à ce qu'on va voir dans le futur. Pourquoi? Je pense que l'impact sur les jobs, je pense que l'impact sur notre vie, la manière avec laquelle on va interagir en fait entre humains, mais la manière avec laquelle les différents jobs vont évoluer, je pense que ça va être beaucoup plus. Ou mettons les choses comme ça. Je pense qu'on a tendance à surestimer le timing de l'impact, mais à totalement sous-estimer l'impact lui-même. Je pense qu'on aura des impacts qui vont être beaucoup plus notoires qu'on l'imagine, à travers tous les types de jobs. On peut prendre des exemples. Voilà. Regardons par exemple les mécanismes d'audit, les grands cabinets d'audit. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des audits extrêmement fiables sur les bases d'intelligence artificielle. Quand on regarde du développement de logiciels, on peut être capable d'avoir des choses qui sont extrêmement... On peut faire du testing de logiciels. Donc, on regarde ça, et ça, c'est juste un ou deux domaines. Je pense que ce qu'on va voir, c'est une révolution. Vous avez peur pour votre métier? Vous pensez que le job de Chief Business Solution Officer va être remplacé par l'intelligence artificielle? Non, je pense pas. Je pense pas, en fait. Je pense, par contre, que le job de chacun va évoluer.
Et je pense que ça va nous stretcher d'autant plus parce que finalement, le niveau moyen en fait, de ce qu'on peut attendre va monter. La manière avec laquelle on peut interagir, prendre des décisions sur la base de recommandations va devoir être peut-être plus fine ou différente. Je pense que la compréhension des industries et puis la logique quand même, l'intelligence émotionnelle qu'on peut avoir, on n'est pas encore à ce niveau-là au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on a encore des beaux jours. Mais c'est vrai que si on regarde dans 10 ou dans 20 ans, probablement que les sociétés ou une société informatique comme est le cas, mais comme toutes les autres sociétés, auront muté. Auront un périmètre différent et on engagera des profils probablement très différents de ceux qu'on engage aujourd'hui. On en reparlera dans 20 ans. Parlons un peu réglementation. Parce que beaucoup de questions en fait font écho à ces risques. S'il n'y a pas de, je pense à la question de Jacques, la polarisation des opinions politiques, Maud, comment réguler les deepfakes. Une question aussi sur est-ce que c'est pas la responsabilité des entreprises de mettre en place des règles de gouvernance. Est-ce que, enfin, il y a beaucoup de questions qui viennent sur la réglementation. Peut-être abordons le sujet avec cet IA Act, qui est difficile à prononcer en français. IA Act, c'est quoi? C'est quoi ce règlement européen sur l'intelligence artificielle? Peut-être un ou deux mots sur l'historique. Donc, les premières réflexions ont commencé autour des années 2018. En 2021, la Commission européenne donc, a édicté un premier draft, un premier projet qui a été mis en consultation, qui a été finalement validé et finalisé en 2023. Et je pense que si on regarde un petit peu dans les grandes lignes ou les contours de cet acte, qu'est-ce qu'on peut dire? La première chose, c'est qu'il y a une volonté de pouvoir cadrer l'intelligence artificielle et d'essayer de mettre un cadre qui rende cette intelligence artificielle digne de confiance. C'est ce qu'on disait avant. Il y a une deuxième thématique qui est de se dire comment est-ce qu'on transforme ce projet de loi en quelque chose qui ne soit pas destructeur d'innovation, mais qui permette au contraire en fait, de cadrer dans les bonnes directions. Donc là, on reviendra sur le rôle de la société, le rôle du gouvernement. Et puis peut-être la troisième chose, qui est la logique la plus importante, c'est comment est-ce qu'on essaye de cadrer quelque chose qu'on ne comprend pas encore totalement, ou qui dans 6, 12 ou 24 mois aura tellement évolué d'un point de vue technologique que peut-être les décisions qu'on aura prises seront totalement obsolètes. Et là, je pense que la volonté en fait, de la part de la Commission européenne de prendre un pas avec une certaine neutralité en se disant je ne vais pas réguler les technologies, mais je vais réguler les finalités, à savoir quels sont les modes d'application, quels sont les modes d'impact et les finalités de ces technologies, indépendamment de si c'est une technologie qui est rouge, bleu, verte ou quelle qu'elle soit. Oui. Et ça, je pense en fait que c'est une manière probablement assez intelligente de pouvoir se dire on veut avoir quelque chose qui permettra en fait toutes les évolutions en fait technologiques qu'on puisse avoir, et à partir du moment en fait où les impacts sont tels qu'on retombe les droits fondamentaux, d'autres thématiques comme ça, effectivement, là, on rentre dans les cadres qui doivent être régulés. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et peut-être le dernier point, le dernier point, c'est la logique de se dire, on va prendre une approche par les risques. Si on définit les risques et si on définit ces catégories-là, on va définir en fait qu'est-ce qui est inacceptable et c'est totalement hors du cadre, qu'est-ce qui est risqué et qu'on doit réguler. Là, on prend quelques exemples, par exemple de gestion d'immigration, de gestion des frontières, ce genre de choses. En fait, là, il y aura très clairement un besoin d'évaluation de ces systèmes avant qu'ils soient mis en production et de validation. Oui. Donc, on retombe en fait sur des logiques finalement de validation, d'audit. Et puis après, il y a une question de savoir comment est-ce qu'on sait si une société a des logiciels en fait qui vont au-delà de la ligne rouge ou pas. Ouais. Donc là, il y a aussi une responsabilité des différentes sociétés qui doivent évaluer ça. Et après, des mécanismes de contrôle. Il y a cette différentes classes de risques dans l'IA Act. Il y en a 3, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez nous les décrire? Et même, je pense que si on va plus loin, on en a même 4, mais disons qu'il y en a 2 qui sont extrêmement importantes. La première catégorie, c'est effectivement les risques inacceptables. Oui. Donc là-dedans, on parle de thématiques ou de risques qui sont des véritables menaces. Par exemple un score social, par exemple,
qui très clairement amènent de la discrimination. Si on parle par exemple de… Un score social, c'est par exemple que l'intelligence artificielle génère en fonction de ma capacité à contracter un crédit, mon attention sur la route, mon salaire, Voilà. qui me donne un score qui soit ensuite consultable par d'autres, c'est ça? Après, il peut y avoir des thématiques comme effectivement des manipulations cognitives pour influencer des classes de population qui peuvent être à risque. On parle aussi de systèmes d'authentification biométrique en temps réel, comme ce qui se passe en Chine. Ça, très clairement, a été édicté comme une catégorie inacceptable et qui ne doit pas être implémentée. Donc ça, c'est la première catégorie de risque inacceptable. Comment est-ce qu'on sait, enfin, j'imagine qu'il y a des gens pour qui un deepfake, c'est-à-dire une vidéo qui serait de façon troublante, qui imiterait de façon troublante, enfin qui serait faite de façon troublante pour imiter quelqu'un ou quelque chose. Je dis n'importe quoi, Barack Obama qui dit qu'on n'a jamais été sur la Lune. Évidemment, il y a des gens qui vont considérer que ça, c'est inacceptable, d'autres qui vont considérer que c'est acceptable. Comment est-ce qu'on définit cette limite? Je pense que toutes ces logiques d'interprétation sont pas faciles en fait à mettre sur pied ou à intégrer dans une loi. Je pense que quand on parle de deepfake, c'est Maud qui demande oui. Comment réguler les deepfakes. Puis en fait, la question c'est comment est-ce qu'on décide ce qui est un deepfake, enfin comment est-ce qu'on décide si les deepfakes sont acceptables ou pas, par exemple? Alors, un deepfake peut être utilisé pour des thématiques très très différentes, mais dès qu'on tombe sur des thématiques qui impactent justement ces logiques de score social, ou si on tombe sur des thématiques en fait qui peuvent avoir une atteinte importante aux droits fondamentaux, on est très clairement dans la liste des risques inacceptables. Après, ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, j'aurais tendance à dire qu'il y a du deepfake un peu plus gentil. Hein. On voit des choses sur les réseaux sociaux. Et puis Frank Sinatra qui reprend une chanson de hip-hop. Voilà, d'accord. Donc là, on est beaucoup plus en fait dans des logiques en fait de propriété intellectuelle, de choses comme ça. Où ça, c'est plus en fait dans la partie qui doit être régulée, donc des risques peut-être élevés. Et je pense que dans l'ensemble, la majeure partie du deepfake sera probablement plus dans les risques élevés qui doivent être régulés. Jacques, qui ne répond pas totalement à la question de Maud. Mais Jacques demande l'intelligence artificielle peut-elle à large échelle programmer des comportements de masse si elle est mal utilisée, polarisation des opinions politiques favorables à un parti par exemple. Est-ce que ça ferait partie des risques inacceptables ou des risques limités justement? Je pense qu'on rentrait dans la catégorie des risques inacceptables. C'est-à-dire c'est le deuxième point que vous mentionniez. Hein. Exactement, je pense que la capacité d'influencer de manière massive des gens de manière relativement sournoise, très clairement fait partie de ces catégories inacceptables. Mais on va continuer après parce qu'on est toujours dans nos classes de risque, hein, mais on a vu que les réseaux sociaux, avec les bulles de filtres qui étaient créées, faisaient que les gens se retrouvaient justement aspirés dans des tunnels idéologiques qui ne faisaient que renforcer leur position. C'est une manière de programmer ou de détourner les comportements d'une énorme majorité de personnes. Donc, en fin de compte, est-ce que ce que font les réseaux sociaux des jours entiers en nous confortant dans nos idées ou en nous emmenant toujours plus loin dans certaines positions extrémistes, ce n'est pas déjà un risque inacceptable? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réglementé les réseaux sociaux avant de s'attaquer à l'IA? Je pense qu'on prend les choses les unes après les autres. Si on regarde en fait la première thématique qui a été gérée ou régulée en fait dans le monde des réseaux sociaux, c'était les thématiques de protection des données. Oui. Qui était probablement une première étape dans cette direction-là. Et je pense qu'à partir du moment où on a franchi cette étape et on a quelque chose qui est en place, on peut aller à l'étape d'après. Ces mécanismes d'influence, je pense que ce sont des très très bonnes questions. Ce sont des sujets qui ne sont pas simples parce que finalement, on n'est pas en train de dire que le deepfake est juste dans une catégorie. On est en train de dire qu'on peut détourner des technologies en fait de manière extrêmement perverse pour des applications qui sont parfaitement légitimes et d'autres applications qui sont totalement illégitimes et extrêmement dangereuses et par conséquent inacceptables. Maintenant, comment est-ce qu'une application va être définie? Il y aura en fait par rapport à ces catégories qui sont quand même relativement bien définies, des
des guidelines qui sont donnés aux sociétés, et les sociétés vont devoir en interne faire une sorte d'inventaire des technologies, des impacts, et une sorte de pré-catégorisation de ces technologies par rapport à ces risques. Et par rapport à ça, va effectivement s'annoncer et va devoir faire un certain nombre soit de choix de ne pas avancer sur des projets, mais ça veut dire que ce sera compliqué entre est-ce que je suis dans le droit chemin et par conséquent je laisse tomber un business donc là il y aura un cadre nécessaire et probablement des mécanismes de contrôle qui seront importants parce qu'on retombe sur la logique de confiance. Oui, mais c'est la confiance qui est clé, comme à plein d'autres endroits. Il y a des questions qui arrivent, et puis il est 18h05, et puis on a encore plein de choses à se dire. D'abord, les catégories de risque de l'IA Act, parce que cette manière, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on peut encore brièvement mentionner quelles sont les 3 ou 2 autres catégories de risques? On a parlé donc des risques inacceptables, des risques élevés, des risques acceptables et des risques limités. Voilà. Ok, élevé en 2 mots. Voilà, on parle en gros de thématiques qui n'impactent pas finalement les droits fondamentaux, les thématiques en fait d'influence, et des choses en fait qui sont plutôt, je dirais, dans une logique de côté good tech de l'équation. Voilà, et pas côté bad tech. Marine pose une question qui a l'air... mais peut-être d'abord, avant la réglementation étatique, c'est une question de Stéphane. Est-ce que ce n'est pas finalement le travail des entreprises de mettre en place des règles de gouvernance pour leur intelligence artificielle? Est-ce qu'on est obligé de... L'État et son processus législatif étant lent par nature et précautionneux, est-ce que finalement c'est naïf de faire confiance aux entreprises et de croire que non, elles vont faire le travail elles-mêmes? On aimerait penser que ça puisse être possible. Je pense que c'est peut-être un petit peu naïf d'imaginer que toutes les sociétés vont pouvoir se réguler de cette manière-là. Je pense qu'on a les mêmes thématiques au niveau de la certification de qualité, ce genre de choses. Vous voyez qu'il va répondre. Donc, il y a des mécanismes de contrôle qui doivent être là. Et je pense qu'on aura toujours des bons élèves et puis des élèves qui vont jouer avec les limites, des raccourcis et jouer avec les limites. Donc là, je pense que les bons élèves, on n'aura pas besoin de réguler probablement, où il y aura en fait un mécanisme assez simple, en fait, où ça va bien se passer. Et je pense que malheureusement, en fait, les dérives, elles vont venir des mauvais élèves. Comme d'habitude. Mais est-ce que, Maxime demande, est-ce que, justement à propos de cette classe de risque, est-ce que l'Union européenne va bannir l'intelligence artificielle à risque inacceptable? Est-ce que ça sera banni simplement? Je pense qu'effectivement, absolument. À partir du moment où c'est une catégorie qui est jugée inacceptable, c'est quelque chose qui est absolument interdit. Okay. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un régime d'exception. Si on prend par exemple toutes les logiques de surveillance biométrique, les parties qui sont interdites, c'est des surveillances biométriques en temps réel et à distance. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans son bureau à Bruxelles, regarderait quels sont les migrants qui franchissent la frontière italienne sur la base d'une caméra de surveillance et avec l'intelligence artificielle ferait un tri de qui peut entrer en Suisse ou pas. Par exemple. Exemple factice. En revanche, une intelligence artificielle qui, a posteriori, ferait exactement la même chose, ça serait possible? Sous certaines réserves et validées par un juge. On peut parler par exemple de thématiques effectivement de terrorisme, de crimes majeurs. Donc là, effectivement, il y a un régime d'exception qui va permettre d'utiliser cette technologie. Mais de nouveau, en fait, on n'est pas dans les logiques en fait, de temps réel, on est dans les cadres assez régulés, en fait, et sur une base en fait, d'une validation par un juge. Par un juge, ok, donc il y a toujours cette limite-là. Il y a Nicolas qui demande les différences entre la réglementation de l'IA en Europe par rapport aux États-Unis ou en Asie. C'est une question qu'on voulait aborder également. Pourquoi est-ce que l'IA Act européen fait-il parler de lui plus que l'IA Act chinois ou l'IA Act américain, si tant est qu'il y en ait? Je crois que l'IA Act européen est une logique globale, relativement préventive ou proactive de ces problématiques-là. On parle d'un champ d'application extrêmement large, puisque ça couvre les producteurs, les développeurs, les distributeurs, les revendeurs, et tous les acteurs en fait qui interagissent dans l'espace européen.
Donc, on en a un petit peu parlé. Donc, je pense que c'est un cadre très large. Si on regarde, par exemple, ce qui se passe, voilà, prenons un exemple comme les États-Unis, on voit globalement 3 niveaux. On a d'abord la Federal Trade Commission, hein, qui va beaucoup plus, elle, réglementer ou essayer de réguler les thématiques d'influence dans les logiques de marketing et de ciblage. Mais très concrètement, c'est beaucoup plus réactif. D'accord. On a une deuxième entité gouvernementale qui est le NIST, hein, le National Institute of Standards, qui, elle, en fait, a développé beaucoup plus une approche, une sorte de guide qu'elle met à disposition des sociétés et sous forme en fait d'autodéclaration. Oui. D'accord. Mais là, de nouveau aussi. Oui, c'est ce qu'on disait avant. Voilà. Laisser les entreprises, ouais. Si on part de l'hypothèse que tout le monde que toutes les sociétés sont des bons élèves, ça va bien marcher. Et puis après, il y a toutes ces thématiques en fait. On connaît bien les États-Unis avec des logiques très différentes par État, où chacun des États en fait se dit mais ça va pas suffire. Donc on voit par exemple la Californie, qui est toujours avec un pas d'avance dans cette direction-là, qui se dit, mais on doit effectivement mettre une sorte de cadre, et ça intègre en fait des notions qu'on retrouve en fait au niveau de l'espace européen, avec ce qu'on a appelé en Europe la partie des sandbox. Mais la Californie a mis sur pied en fait ce qu'ils appellent un Cal Compute, qui est un espace en fait de développement qui est mis à disposition de tiers, où les petites sociétés, les startups peuvent venir en fait développer, etc. Et c'est aussi un mode d'éducation qui le permet de cadrer, d'avoir accès à cette technologie de manière plus simple. Donc ça c'est, je dirais, les États-Unis, c'est une logique assez pragmatique, réactive, et en espérant que tout se passe bien. La Chine à l'opposé en fait à une logique plus, je dirais, top-down dans l'ensemble, avec non pas comme l'Europe une vue globale sur l'ensemble des champs d'application, mais plutôt un ciblage en fait sur quelques thèmes bien spécifiques, et en particulier, voilà, tout ce qui est IA générative et tout ce qui est mécanisme de recommandation. Et on voit en fait que dans leur réglementation, il y a une logique de contrôle de l'information et de contrôle de l'influence, où ils le disent même par eux-mêmes, en fait, en disant, mais un outil comme l'IA doit être apprivoisé avant de pouvoir être mis à disposition de tiers. D'accord. Donc là, il y a quelque chose en fait qui est très ciblé, mais qui, en l'occurrence, a des logiques d'exception très larges, en particulier pour le gouvernement. Donc tous les dérapages qu'on peut imaginer, ce genre de... Et la Suisse ? La Suisse, elle va faire quoi? Elle va s'adapter au modèle européen? Alors, la Suisse a commencé à se pencher là-dessus, je dirais, avec peut-être un petit peu de retard pour différentes raisons. Mais en 2022, la Suisse, le Conseil fédéral a pris connaissance d'un rapport qui a été écrit, qui évalue un petit peu les options. Et peut-être qu'aujourd'hui, même si la Suisse fait partie justement de cette commission européenne sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a un besoin en Suisse d'un positionnement, en fait. Hein. De la même manière que quand on parle de souveraineté, on a des discussions dans tous les sens, mais à un moment donné, en fait, d'un point de vue gouvernemental, on se dit qu'est-ce qu'on veut en faire, et ces discussions-là doivent aboutir. Donc, je pense qu'on n'est que dans une phase initiale de cette potentielle réglementation. Suisse n'est pas tout à fait à l'heure. On a encore 2 minutes. Je vais prendre encore une question de Philippe Bonnier qui parle de la tension entre innovation et régulation. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent l'Union européenne réglementera trop, ça va tuer l'innovation. Il y a même un jeu de dupes, hein. Il y a une certaine menace qui est faite à l'Union européenne par certaines grandes entreprises de dire si vous nous réglementez trop, on ne viendra plus chez vous, puis tant pis pour vous. Cette tension entre réglementation et innovation, vous la sentez comment? Et puis, vous qui avez travaillé aux États-Unis, vécu aux États-Unis, vous connaissez les deux un peu, les deux philosophies. Est-ce qu'il y a une différence dans cette tension réglementation-innovation entre les États-Unis et l'Europe? Vous avez 1 minute. Je pense que c'est un thème extrêmement légitime. Il y a une volonté de pouvoir réglementer sans impacter l'innovation. Je pense que très clairement, quand on regarde aujourd'hui les puissances qui sont présentes dans le monde de l'IA, c'est les États-Unis et c'est la Chine. Ce sont d'un point de vue structurel que des très très grandes sociétés qu'on voit relativement peu ici. Donc on a besoin de mettre un cadre qui permette à des beaucoup plus petites entreprises d'accéder à cette innovation. Oui. Donc
par rapport à ça, je pense qu'on a besoin en fait d'avoir ce cadre-là qui nous protège d'un côté, mais qui permette à travers des mécanismes de soutenir cette innovation à travers des fonds, à travers du sandboxing, à travers en fait d'autres mécanismes. Donc, je pense qu'on a quelque chose qui aujourd'hui est tellement important que c'est nécessaire de le réguler. La mise en application va être très probablement compliquée, mais on rentre maintenant justement dans ces discussions et ces négociations entre Bruxelles et les différents pays. Et les modes d'implémentation seront très différents, très probablement d'un pays à un autre. Donc, ce sera juste une question, effectivement, de savoir comment est-ce qu'on arrive à protéger cette innovation. Mais je pense qu'on devrait pouvoir le faire. C'est la dernière question que je vais vous poser. Le calendrier de la suite de cette réglementation sur l'intelligence artificielle, il y a des grandes dates à avoir en tête? Alors, quand on parle de ce genre de thème, c'est toujours difficile d'avoir une bonne boule de cristal, mais si on fait l'analogie avec la RGPD pour la protection des données, on peut imaginer dans les grandes lignes que dans un horizon de 2 ans, cette loi soit implémentée dans les différents pays de l'Europe. Très bien, Monsieur Piton, on retient votre confiance, votre enthousiasme vis-à-vis de cette nouvelle technologie et vos explications claires, notamment sur la comparaison entre États-Unis, Chine, Union européenne. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce webinaire peut être réécouté sur le site du Temps en tout temps. Encore une fois, il s'inscrit dans une série de webinaires que nous réalisons avec notre partenaire Elka dans le cadre d'une grande réflexion sur la technologie qui connaîtra son point d'orgue le 31 octobre prochain lors du Forum des 100 au SwissTech Convention Center. Il y aura un débat, il y aura quantité de choses. Le site internet, c'est forumdes100.ch. Je vous invite à vous y rendre. Merci pour votre attention et excellente soirée.